Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 54 ans, et ce matin-là, alors que les nuages pesaient bas sur la vallée de la Loire, j'ai quitté Tours sans prévenir personne, avec une décision ancrée dans le ventre, retourner enfin dans notre maison de campagne près de Chinon, celle que j'évitais depuis 2 ans, depuis la mort brutale de mon mari, Paul. Tandis que la voiture avalait les kilomètres, mes mains restaient crispées sur le volant, glacées malgré le chauffage, comme si mon corps savait avant moi que cette journée allait faire basculer quelque chose. Ce lieu, abandonné depuis si longtemps, m'appelait sans que je sache pourquoi, et je n'avais emporté qu'un sac léger, persuadé que je ne ferais qu'un aller-retour rapide, juste pour apaiser un nœud ancien. Mais plus j'approchais de Chinon, plus une sensation étrange s'insinuait, ce n'était pas du chagrin, c'était autre chose, une tension sourde, presque électrique. Et pourtant, malgré cette pression dans ma poitrine, je n'ai pas freiné, je n'ai pas fait demi-tour, j'avais besoin de savoir. Je n'y étais jamais retournée auparavant, car cette maison portait en elle une douleur silencieuse, elle représentait notre dernier projet à deux, une promesse inachevée, mais aussi le lieu précis où j'avais senti Paul me glisser entre les doigts. Ce n'était pas une impression soudaine, c'était un effacement progressif, une distance nouvelle dans ses gestes, dans son regard, dans la façon dont il parlait de l'avenir sans jamais dire « nous ». À mesure que les murs prenaient forme, nos silences devenaient plus lourds, et chaque meuble choisi ensemble me semblait imposé, étranger. Je me souviens du soir où il a refusé de discuter de nos vacances en disant simplement qu'il avait besoin d'espace. C'est à ce moment que j'ai compris que quelque chose s'était brisé, mais je n'ai rien dit, par peur de tout perdre. Je suis partie tôt le matin, seule, avec une énergie tendue, presque mécanique, persuadée de retrouver une maison figée, envahie par les mauvaises herbes, les volets rouillés et l'odeur d'humidité. J'imaginais déjà les toiles d'araignée, le bois qui craque, le portail grippé, les feuilles mortes accumulées sur la terrasse et les vitres opaques couvertes de poussière. Je n'attendais rien d'autre qu'un retour symbolique, presque rituel, un dernier adieu à un lieu vidé de sens. Ma seule intention était d'y passer quelques heures, trier quelques affaires, verrouiller les portes et repartir sans me retourner. Mais ce que j'allais trouver là-bas allait pulvériser toutes mes certitudes. Mais à peine avais-je quitté la route principale et pris le petit chemin bordé de peupliers que mon regard a été attiré par un détail incongru, si surprenant que j'ai freiné brutalement, les pneus crissant sur le gravier. Une sensation glacée m'a traversé le dos en une fraction de seconde, un réflexe de danger, comme si quelque chose n'allait pas, comme si cette maison refusait de se comporter comme une maison oubliée. Mon cœur s'est emballé sans raison logique, et j'ai regardé autour de moi, les mains crispées sur le volant, incapable d'avancer ou de reculer. Le portail était grand ouvert, sans cadenas, et la petite clochette qui sonnait d'ordinaire à son ouverture manquait. Quelqu'un était passé par là, récemment, et tout en moi criait que ce n'était pas un hasard. Le jardin était impeccablement entretenu, comme si le temps s'y était arrêté à l'instant précis où nous avions quitté les lieux. Les fleurs étaient alignées avec soin, les haies taillées au millimètre, la pelouse fraîchement coupée, sans aucune mauvaise herbe en vue, une image irréelle après 2 ans d'abandon supposé. L'air embaumait la lavande et le romarin, comme si une main invisible venait chaque matin redonner vie à ces plantes. Rien ne correspondait à ce que j'avais anticipé, et cette perfection muette avait quelque chose de profondément inquiétant. Ce n'était pas une négligence de la mairie, ni une coïncidence, quelqu'un avait pris soin de ce lieu avec une attention méticuleuse. Je suis sortie de la voiture avec lenteur, le cœur battant dans mes tempes, oscillant entre la peur, la colère et une forme de curiosité que je n'osais pas nommer. J'ai d'abord pensé à une erreur administrative, peut-être un voisin trop zélé ou un employé de la commune envoyé pour éviter les plaintes d'entretien. Mais chaque pas vers la maison renforçait mon malaise, car tout semblait vivant, entretenu, habité. Mon instinct refusait de croire à une simple coïncidence, et plus je m'approchais, plus j'avais l'impression de pénétrer dans un lieu occupé en mon absence. Mes doigts tremblaient légèrement, mais je ne me suis pas arrêtée. Les fenêtres étaient propres, sans trace de poussière ni coulure de pluie, et les rideaux avaient été tirés avec soin, laissant passer juste assez de lumière pour préserver l'intimité. Aucun carreau n'était fendu, aucune persienne n'était tordue,
et même les rebords des fenêtres étaient nets, comme récemment nettoyés. Il y avait dans cet ordre une intention trop évidente pour être fortuite, trop précise pour n'être qu'un hasard. Un détail m'a frappé, une orchidée fleurie trônait sur le rebord de la fenêtre du salon, une plante capricieuse qui ne survit pas sans soin constant. J'ai alors compris que quelqu'un entrait ici avec régularité. La serrure n'était ni forcée ni poussiéreuse, et lorsque j'ai sorti la vieille clé de mon sac, elle est entrée dans la serrure avec une fluidité parfaite, comme si elle avait été huilée la veille. Aucun grincement, aucune résistance, et cette simplicité m'a déstabilisé, car je m'attendais à devoir forcer la porte, à batailler avec le passé. Mais tout s'ouvrait devant moi, silencieusement, comme si la maison me reconnaissait, ou pire, m'attendait. J'ai hésité un instant avant de tourner la poignée, mon souffle court, mon esprit en alerte. Puis j'ai franchi le seuil, envahi d'une sensation étrange, comme si je n'étais plus chez moi. L'odeur m'a frappé dès les premiers pas, une senteur fraîche, presque chimique, de citron et d'ammoniac, typique des produits ménagers récents. Aucun parfum de renfermé, aucune poussière dans l'air, rien de l'atmosphère lourde que j'avais imaginée en approchant de la maison. Les meubles étaient à leur place, les tapis parfaitement droits, les cadres accrochés sans inclinaison, comme si le quotidien n'avait jamais été interrompu. Ce contraste entre mon deuil figé et cette maison en apparente activité me déstabilisait. J'ai refermé la porte derrière moi, mue par une peur instinctive que je refusais encore d'analyser. À l'intérieur, tout respirait un calme domestique déroutant, la cuisine brillait, les assiettes bien rangées, le réfrigérateur était vide mais propre, dégivré récemment, comme s'il attendait d'être réutilisé. Aucune toile d'araignée dans les coins, aucune trace de moisissure dans la salle de bain, les serviettes pliées avec soin. Le salon avait une chaleur que je ne reconnaissais pas, et même les coussins du canapé semblaient avoir été secoués il y a peu. Aucun doute, quelqu'un habitait cette maison, ou du moins, s'y installait régulièrement. Je ne savais plus si je devais appeler la police ou continuer à chercher des preuves. Sur la table, un vase transparent contenait des fleurs fraîchement coupées, encore humides à la base, comme si elles venaient d'être arrangées ce matin même. Les couleurs étaient vives, les tiges taillées nettes, sans feuilles flétries, une composition trop délicate pour n'être qu'un oubli d'il y a plusieurs jours. Cette présence végétale au cœur du salon m'a bouleversée, elle criait la vie, l'habitude, l'intimité. Ce n'était pas un hasard, pas un vestige du passé, c'était une trace claire et actuelle de quelqu'un. Et ce quelqu'un ne semblait pas se cacher. C'est à cet instant précis que l'évidence m'a percuté, quelqu'un entrait ici régulièrement, avec confiance, avec une routine. Pas un squatteur, pas un inconnu, non quelqu'un qui connaissait la maison, qui connaissait ses habitudes, ses clés, ses gestes. J'ai ressenti une vague de froid me traverser l'échine, plus glaçante encore que l'air de décembre qui filtrait sous la porte. Quelqu'un vivait ici, dans mon absence, dans mon silence. Et tout ce que je croyais éteint s'était poursuivi derrière mon dos. Je me suis alors souvenu de la caméra de surveillance que Paul avait fait installer quelques mois avant sa mort, un gadget qu'il avait justifié par la nécessité de protéger la maison en notre absence, mais aussi, j'imaginais alors, par ses préoccupations croissantes. Je n'avais jamais osé consulter ces images, car ce système était devenu synonyme de la période la plus difficile de notre vie commune, quand ses absences étaient de plus en plus fréquentes et ses silences, plus lourds. Le bureau, où l'écran était relié, m'était devenu étranger après sa disparition, comme un lieu hanté par des souvenirs que je n'étais pas prête à affronter. Pourtant, aujourd'hui, face à l'inconnu qui m'entourait, cette pensée m'apparaissait comme une nécessité. Il me fallait comprendre, savoir qui était réellement celui ou celle qui prenait soin de notre maison. Je n'avais jamais osé regarder ces enregistrements, par crainte de voir des signes de ce qui m'avait échappé, de découvrir des vérités douloureuses. Mais maintenant, avec la certitude grandissante que quelque chose d'étrange se passait ici, il n'y avait plus de place pour l'hésitation. J'ai allumé l'écran du bureau, dont la lumière bleutée a rempli la pièce d'une clarté froide, et je me suis installée devant. Les premières minutes passaient en silence, un défilement d'images sans histoire, comme si les caméras s'étaient mises en veille, comme si rien de notable ne s'était passé ici. Mais peu à peu, les enregistrements ont commencé à montrer des mouvements,
d'abord discrets, puis de plus en plus fréquents. Les premières dates ne montraient rien d'anormal, des allées et venues sans intérêt, quelques coups de vent, des ombres dans les couloirs, une existence tranquille, presque ordinaire. Mais plus je remontais dans le temps, plus les images devenaient précises, et bientôt, des silhouettes humaines sont apparues dans les pièces, souvent le soir, et de plus en plus souvent. Une femme entrait dans la maison avec ses propres clés, elle se mouvait dans chaque pièce comme si elle était chez elle, sans la moindre hésitation. Elle ne se cachait pas, ne jetait aucun regard furtif autour d'elle, elle agissait avec une assurance totale, comme si cet endroit lui appartenait, comme si elle y vivait depuis toujours. Je l'ai reconnue immédiatement, et ce fut un choc, Claire Dubois. C'était elle, l'amie d'autrefois de Paul, la personne qu'il m'avait souvent mentionnée sans jamais vraiment la définir, une amie de longue date, soi-disant, mais que je n'avais jamais rencontrée en dehors de quelques événements sociaux. Je me souviens de son sourire, de sa manière d'éviter les discussions sérieuses, de ses silences pesants lorsqu'elle était en présence de Paul. Mais ce que j'ignorais, c'était qu'elle avait pris une place bien plus intime dans sa vie que je ne l'avais imaginé. La voir entrer ici, plusieurs fois, week-end après week-end, me glaçait le sang. En remontant les enregistrements, il ne faisait aucun doute que Claire venait régulièrement, plusieurs fois par semaine. Chaque image m'apparaissait comme une révélation qui me frappait plus fort que la précédente, elle arrosait le jardin, elle nettoyait la terrasse, elle préparait des repas, elle semblait vivre dans cette maison. Ce n'était pas simplement une visite occasionnelle ou amicale, c'était bien plus que ça. Elle avait investi ce lieu avec une présence, une assurance qui trahissait l'intimité. Les gestes qu'elle accomplissait étaient ceux d'une personne habituée à vivre ici, pas de quelqu'un de passage. Elle y avait sa place, une place qui m'était désormais interdite. Un jour, sur une vidéo, elle est même filmée en train de changer les draps de la chambre principale, la chambre que Paul et moi avions choisie pour sa luminosité, pour son calme. Le geste était si naturel, si simple, qu'il m'a figé sur place. Il n'y avait aucune hésitation, aucune maladresse, rien de ce que j'aurais attendu d'un intrus dans un espace privé. C'était comme si cette chambre, ce lit, lui appartenait tout autant qu'à nous. Je me suis sentie soudainement étrangère dans cet espace qui avait pourtant été l'un des plus chers de ma vie. Mes mains tremblaient en avançant dans la lecture des images, chaque nouvelle séquence me secouant un peu plus, dévoilant l'intimité d'un quotidien qui m'avait échappé. Claire n'était pas une amie éloignée qui venait simplement passer du temps ici, elle était présente de manière régulière, presque indispensable. C'était plus qu'un rôle de complice ou de visiteuse. Elle avait investi ce lieu comme si elle en avait toujours fait partie, effaçant peu à peu toutes les traces de ma propre existence dans cette maison. Et tandis que je regardais ces vidéos, l'étau se resserrait autour de moi, il ne s'agissait pas de simples visites amicales. Claire occupait la maison de manière régulière depuis des mois. Cette constatation m'a frappée comme un coup de tonnerre, une vérité brutale qui m'a laissé sans voix. Les images étaient là, implacables, me montrant une intrusion sur une période longue, un empiètement sur une partie de ma vie que j'avais cru intacte, protégée. Tout devenait plus clair, ce n'était pas un accident, ce n'était pas une erreur, Claire avait délibérément pris cette place, se l'était appropriée, comme si elle était censée y être. Elle avait partagé mon espace, mon intimité, sans que je le sache, sans que je l'aie jamais soupçonné. J'ai cherché la date exacte de sa première entrée, le cœur serré, une angoisse sourde me serrant la poitrine à chaque image, chaque instant qui s'ajoutait à l'histoire. Le fichier des caméras me permettait de remonter dans le temps avec une précision presque scientifique, mais ce que j'allais découvrir allait rendre tout encore plus effrayant. Claire était entrée pour la première fois 3 jours après les funérailles de Paul. 3 jours à peine. C'était à ce moment précis que j'ai compris, au fond de moi, que rien de tout cela n'était improvisé. Tout était organisé, planifié, bien avant mon arrivée ici. J'ai continué à visionner les images, mon souffle coupé, jusqu'à tomber sur un enregistrement qui a tout changé, un moment figé dans le temps, insupportablement limpide. Mon mari était là, encore en vie, assis dans le salon, face à Claire, leur posture détendue, leur proximité évidente, comme 2 personnes habituées à se retrouver dans ce lieu. Il n'y avait aucune gêne entre eux, aucun secret apparent, seulement une complicité solide,
troublante. Paul parlait lentement, et même sans le son, je lisais sur ses lèvres des phrases que je n'aurais jamais cru entendre de lui. Ce n'était pas une rencontre anodine, c'était une conversation intime, préparée, une alliance dont j'ignorais tout. Il disait que je ne reviendrais jamais dans cette maison, que le chagrin m'en éloignerait pour de bon, comme s'ils avaient prévu ma fuite, ma douleur, comme s'ils connaissaient mieux que moi mes limites. Cette phrase, prononcée avec une telle assurance, m'a glacé jusqu'à l'os. Mon absence faisait partie de leur plan, elle était espérée, presque nécessaire. Il n'y avait pas d'incertitude, pas de doute dans leur ton, seulement la certitude que je tournerais la page, incapable de revenir affronter ce lieu. Cela m'a donné la sensation d'avoir été effacée, comme si ma vie, mes souvenirs, mes droits n'étaient que des variables insignifiantes dans leur arrangement. J'étais celle qu'on écartait doucement, proprement, pour ne pas déranger. Il prévoyait que je la croirais définitivement abandonnée, cette maison, ce projet, cette part de ma vie, et qu'ainsi Claire pourrait s'y installer sans soulever de questions. Le cynisme de leurs mots m'a déchiré, cette anticipation froide de mon renoncement, cette façon qu'ils avaient d'organiser leur avenir sur les cendres du mien. Il ne s'agissait plus seulement de trahison, mais de stratégie, d'un effacement volontaire, d'un vol en douceur. Paul n'était pas un homme emporté par la passion ou la confusion, il savait ce qu'il faisait, et il avait choisi. Chaque phrase échangée avec Claire me confirmait qu'il avait planifié leur avenir en toute conscience. Il parlait de « continuer leur vie ici », sans éveiller de soupçons, comme si tout ce qui m'avait blessé, tout ce que j'avais perdu, n'était qu'un obstacle logistique à leur bonheur. Leur ton était calme, presque administratif, comme deux associés qui finalisent les derniers détails d'un projet longuement mûri. Il n'y avait pas de geste tendre, mais une entente solide, froide, nourrie de non-dits parfaitement compris entre eux. Cela rendait leur trahison encore plus perverse, elle n'était pas faite de passion brûlante, mais de logique implacable. Ils n'avaient pas eu besoin de me haïr pour m'effacer. Claire disait clairement, elle n'a plus la force de revenir, avec une voix posée, comme si elle parlait d'une voisine oubliée, d'un détail du passé. C'était ce ton, cette indifférence tranquille, qui m'a le plus bouleversée. Elle me connaissait, elle connaissait ma douleur, et elle avait parié sur mon effondrement, misé sur mon silence. Elle m'avait observé s'éloigner et s'était servie de ma peine comme d'une autorisation implicite. Ce n'était pas seulement une usurpation, c'était un calcul. Et je m'étais effacée exactement comme elle l'avait prédit. Paul hochait la tête sans la contredire, sans hésiter, sans même montrer une once de doute ou de remords. Son visage était calme, presque soulagé, comme s'il validait un choix longtemps repoussé. Ce n'était pas l'homme que j'avais aimé, pas celui que j'avais veillé pendant ces nuits d'angoisse ou soutenu dans ses projets les plus fous. C'était un homme que je ne reconnaissais pas, qui m'effrayait par sa froideur, par sa capacité à tourner la page sans un regard en arrière. Cette image, figée sur l'écran, allait me hanter bien plus que tout ce que j'avais vu jusqu'ici. J'ai éteint l'écran, envahi par la nausée, par cette sensation de chute intérieure qui emporte tout repère. Il n'y avait plus de doute, plus de flou, plus de zone grise, j'avais vécu dans un mensonge, dans une illusion, dans une absence de vérité construite avec soin par l'homme que j'aimais. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer, et une douleur sourde me montait dans la gorge, comme un cri que je n'arrivais pas à pousser. Tout s'effondrait en silence, avec une précision chirurgicale, comme si cette révélation était la dernière pièce d'un puzzle cruel. J'étais seule, face à un vide parfaitement organisé. Je n'ai pas passé la nuit sur place, je suis repartie immédiatement à mon appartement de Tours, incapable de rester une seconde de plus dans ce lieu devenu étranger. Je n'ai même pas fermé les volets, ni vérifié les serrures, j'ai simplement claqué la porte et roulé jusqu'à la ville sans regarder derrière moi. Les larmes coulaient sans bruit, brûlantes, sans que je puisse les arrêter, sans que je sache vraiment si c'était de la tristesse, de la colère ou simplement un épuisement trop lourd à porter. Je me sentais flouée, trahie, effacée, et je ne savais pas encore si je devais me battre ou tout abandonner. Mais je savais une chose, quelque chose avait été volé en moi. Les jours suivants, j'ai repensé à chaque détail, chaque moment partagé avec Paul, à la lumière d'une vérité nouvelle, implacable. Tous les signes étaient là, sous mes yeux,
et je ne les avais pas vus, ou je n'avais pas voulu les voir. Ces absences, ces silences, ces regards fuyants, ces mots flous sur l'avenir. Tout prenait un sens cruel. Je me sentais naïve, ridicule, comme une actrice jouant un rôle dont le texte avait été changé sans qu'elle le sache. Et malgré la honte, malgré le choc, une pensée s'imposait doucement, il était temps d'agir. Ses absences répétées, ses appels discrets, son insistance pour que cette maison soit réglée, au plus vite, tout cela résonnait désormais comme des signaux d'alerte que j'avais ignorés par amour, par aveuglement, ou peut-être simplement par fatigue. Il avait tout fait pour que cette maison m'échappe lentement, me la rendant étrangère à coups de décisions prises seules, de choix imposés, de silences organisés. Je me revoyais lui demander pourquoi il tenait tant à y retourner sans moi, et sa réponse vague sur « le besoin de réfléchir » me revenait avec une violence nouvelle. Il avait besoin de réfléchir, oui, mais pas à nous, à elle, à eux. Et moi, dans tout cela, j'étais devenue une absence planifiée. Une semaine plus tard, je suis retournée à la maison, plus calme en apparence, mais avec une détermination froide sous la peau, décidée à ne plus fuir, à chercher ce que j'avais laissé derrière. Je n'étais pas venue pour m'apitoyer ou raviver la douleur, mais pour récupérer ce qui m'appartenait, pour faire la lumière sur tout ce que je n'avais pas voulu voir. Chaque pièce que je traversais me semblait à la fois familière et trahie, comme un décor volé à ma propre histoire. Je ne savais pas ce que je cherchais exactement, mais mon instinct me poussait vers le bureau, ce lieu qu'il avait toujours conservé comme son sanctuaire. Et c'est là que je l'ai trouvé. Dans un compartiment dissimulé derrière un panneau de bois, presque invisible à l'œil nu, j'ai trouvé un dossier épais, soigneusement rangé, qui contenait des copies de virements et de paiements effectués au nom de Claire. Des montants réguliers, parfois conséquents, justifiés par des intitulés vagues, entretien, frais personnels, aménagements extérieurs. Ce n'étaient pas des dons isolés ou des gestes ponctuels, c'était un financement continu, structuré, presque administratif. Mon mari ne l'aidait pas, il la soutenait, il finançait sa vie ici, dans cette maison censée être la nôtre. C'était une seconde vie en marge de la mienne, organisée jusque dans les moindres détails. J'y ai également découvert une autorisation écrite, datée de 6 mois avant sa mort, signée de sa main, qui donnait à Claire le droit d'utiliser la maison à sa convenance. Ce document, sans valeur légale réelle, avait tout de même été rédigé avec un soin particulier, comme si Paul cherchait à lui donner une légitimité symbolique. Il ne s'agissait pas d'une lettre d'amitié, ni d'un simple mot informel, mais d'une sorte de testament affectif, de transmission déguisée. Cela m'a bouleversé plus que je ne l'aurais cru, car ce n'était pas une simple trahison, c'était une volonté. Il avait sciemment voulu lui céder ce lieu. Ce document n'avait aucune valeur juridique, je le savais, mais il révélait une vérité plus intime et plus cruelle que n'importe quel testament, celle de son choix. Il n'avait pas tenté de dissimuler sa décision à Claire, seulement à moi, comme si je n'avais plus besoin de savoir, comme si la douleur m'avait déjà sorti de l'équation. J'ai regardé sa signature en bas de la page, ferme, lisible, et j'ai compris qu'il n'avait jamais douté de ce qu'il faisait. Il avait choisi sa fin, ses mots, son héritage. Et moi, je n'avais été ni témoin, ni complice, juste une ombre. Muni de ces preuves, j'ai consulté un avocat à Tours, sans émotion apparente, mais avec une détermination glaciale qui ne me ressemblait pas. Je lui ai montré les documents, expliqué la situation, et il les a examinés avec le calme méthodique des hommes habitués aux drames familiaux. Il n'a rien dit pendant plusieurs minutes, puis il a levé les yeux vers moi avec une certitude tranchante. Cette maison, légalement, m'appartenait entièrement. Aucun papier signé par Paul ne pouvait transférer un bien sans acte notarié. J'avais été trahi, oui, mais pas dépossédé. Claire n'avait aucun droit sur cette propriété, aucun titre, aucune preuve légale, rien d'autre que des intentions mortes avec Paul. L'avocat a été clair, elle devait partir, immédiatement si je le décidais, et si elle s'y opposait, la loi était de mon côté. Cette information m'a fait l'effet d'un soulagement amer, comme une justice froide mais nécessaire. Il ne s'agissait plus seulement de réparer une blessure morale, mais de reprendre ce qui était mien, ce que l'on m'avait presque volé à force de silence et de calcul. Pour la première fois depuis longtemps,
j'avais le pouvoir de dire non. Je suis retournée une dernière fois à la maison, cette fois accompagnée de mon avocat et d'un notaire, comme pour sceller la fin de ce chapitre avec une clarté indiscutable. Je ne voulais pas de confrontation violente, pas de cris ni de colère, seulement la vérité mise à nu devant des témoins, avec la force tranquille de ceux qui n'ont plus peur. Nous sommes arrivés en milieu d'après-midi, sous un ciel lourd, et je sentais déjà la tension dans mes tempes. Je ne savais pas si elle serait là, mais au fond, je l'espérais. Et elle y était. Claire se trouvait sur place à notre arrivée, en train d'arroser les fleurs comme si rien n'avait changé, comme si tout cela lui appartenait. Elle portait une robe légère malgré le froid, les gestes lents, précis, absorbés dans une routine qu'elle avait faite sienne. Quand elle m'a vue, entourée de ces hommes en costume, elle s'est figée nette, le tuyau encore en main, l'eau continuant de couler sans qu'elle ne s'en rende compte. Nos regards se sont croisés, pendant un bref instant, j'ai vu la panique dans ses yeux, noyée dans une dignité désespérée. Elle savait. Elle avait compris. Elle s'est figée en me voyant entrer avec eux, le regard oscillant entre défi et incrédulité, comme si une partie d'elle refusait encore d'admettre que le mensonge touchait à sa fin. Elle a laissé tomber le tuyau d'arrosage, l'eau éclaboussant la terre silencieuse, puis s'est redressée avec une lenteur presque théâtrale, tentant de sauver les apparences. Je pouvais voir ses mains trembler légèrement, malgré son visage impassible, figé dans une expression de dignité blessée. Elle n'a pas parlé, pas tout de suite, et dans ce silence tendu, j'ai senti tout le poids des années écoulées, de ce qu'elle avait cru pouvoir conserver en secret. Ce jour-là, elle ne contrôlait plus rien. Je n'ai ni crié ni discuté, je lui ai simplement rappelé, d'une voix calme mais ferme, que j'étais la seule propriétaire légale de cette maison. Aucun papier, aucune promesse de mon mari ne pouvait changer cela, et ce lieu, qu'elle avait occupé comme sien, ne lui appartenait en rien. Mes mots étaient nets, tranchants, sans haine mais sans appel. Elle a tenté de soutenir mon regard, mais son assurance avait fondu, et je voyais déjà l'effondrement en cours dans ses yeux. J'étais venue pour récupérer ce qui était à moi, et elle le comprenait enfin. Je lui ai montré les enregistrements, les extraits des caméras, les relevés bancaires, la lettre de Paul, toutes ces preuves matérielles qu'elle ne pouvait plus ignorer ni contester. Chaque élément lui arrachait un peu plus de cette façade qu'elle avait bâtie avec tant de soin. Elle regardait les feuilles sans les lire, les vidéos sans vraiment les voir, comme si son esprit refusait encore d'intégrer la réalité. Elle cherchait des mots, mais ils ne venaient pas. Je n'avais plus besoin de lui poser de questions, tout était là, clair, irréversible. Elle a tenté de se défendre en disant que Paul lui avait promis cette maison, qu'il l'aimait, qu'ils avaient des projets, qu'il lui avait assuré qu'elle aurait un endroit à elle après sa mort. Sa voix tremblait, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait plus cette froideur calculée, seulement la détresse nue de celle qui sent tout s'effondrer. Mais ces mots, je les avais déjà entendus dans les enregistrements. Ils ne changeaient rien. Une promesse faite en secret ne vaut rien face à la loi. Et encore moins face à une conscience qu'on décide enfin de ne plus trahir. Le notaire lui a expliqué, d'un ton neutre, presque compatissant, qu'aucune parole, aussi sincère soit-elle, ne remplace un acte notarié, qu'aucun engagement moral n'a de poids sans une trace légale. Claire ne répondait plus, figée dans un mutisme épuisé, comme si son corps lui-même avait renoncé à se défendre. Il n'y avait plus rien à contester. Tout ce qu'elle croyait acquis venait de s'évaporer, et ce lieu, qu'elle pensait avoir apprivoisé, la rejetait sans fracas, mais avec une froideur implacable. Sa défaite était silencieuse, mais totale. Je lui ai accordé un délai officiel pour récupérer ses affaires, pas par générosité, mais par respect pour moi-même, pour ne pas sombrer dans la même brutalité que celle qu'on m'avait infligée. Je ne voulais pas de vengeance, seulement la clôture. Le notaire a rédigé le document sur place, fixant la date, les conditions, les modalités. Claire n'a pas protesté. Elle a hoché la tête, une seule fois, en silence, les yeux baissés, comme si tout ce qu'elle avait tenté de bâtir ici n'avait été qu'un mirage désormais dissipé. Elle est partie le jour même, sans un mot de plus, emportant quelques sacs dans sa voiture, le visage vidé, les gestes mécaniques.
Elle ne m'a pas dit au revoir, ni demandé pardon, elle n'en avait plus la force, ou peut-être savait-elle que les mots n'auraient plus aucun effet. Je l'ai regardée s'éloigner par la même allée où je l'avais vue sur les vidéos, et je n'ai ressenti ni satisfaction ni triomphe. Seulement un immense vide. Il ne restait plus rien d'elle ici, sauf une absence que je devrais affronter seule. Pendant plusieurs semaines, j'ai nettoyé la maison moi-même, affrontant chaque pièce comme un champ de ruines intimes, en silence, sans musique, sans distraction. Je retrouvais des objets oubliés, des souvenirs distordus, des odeurs qui me heurtaient au détour d'un tiroir. C'était une forme de deuil nouveau, plus profond que celui de la mort de Paul, car il touchait à la vérité même de notre histoire. Chaque geste de nettoyage était une reprise de pouvoir, une reconquête lente et douloureuse de ma propre mémoire. Et je savais que je devrais tout affronter pour pouvoir, enfin, tourner la page. J'ai compris que la douleur ne venait pas seulement de la trahison, mais du mépris silencieux, de cette façon qu'ils avaient eue de m'écarter sans fracas, en supposant que je m'éteindrais d'elle-même. Ce n'était pas le mensonge qui me rongeait le plus, c'était l'effacement, cette certitude qu'ils avaient eue que je n'étais plus capable, plus digne, plus vivante. Ils m'avaient enterré de mon vivant, à force de phrases vagues, de décisions prises en mon absence, de gestes calculés. Mais j'étais toujours là. Et c'était à moi, maintenant, de décider quoi faire de ce qui restait. Quelques mois plus tard, j'ai pris la décision de vendre la maison, non pas dans un geste de fuite ou d'abandon, mais comme un acte de libération, une réponse claire à tout ce qui avait été brisé ici. Elle ne représentait plus un refuge, encore moins un héritage, c'était devenu un décor vidé de sens, chargé d'ombres que je ne voulais plus porter. Chaque mur me rappelait un mot tu, un regard détourné, une absence maquillée en tendresse. En la vendant, je ne tournais pas le dos au passé, je cessais simplement de le maintenir artificiellement en vie. Et ce geste, loin de me fragiliser, m'a donné une force nouvelle. Ce n'était pas par besoin d'argent, ni par vengeance, mais parce qu'elle ne représentait plus l'amour, ni la confiance, ni aucun des souvenirs que j'avais crus intacts. Elle était devenue le symbole d'un mensonge bien ficelé, d'un partage factice, d'une intimité facturée. Je ne voulais plus habiter une maison construite sur un vide maquillé en avenir. La vendre, c'était briser ce cercle, refuser que cette trahison soit mon dernier chapitre. Je voulais refermer la porte, réellement, cette fois. Avec le produit de la vente, j'ai réglé mes dettes, fermé des comptes, simplifié ma vie comme on allège une valise avant un long voyage. Je n'avais pas envie de consommer, de remplacer, de compenser, seulement de retrouver une forme de clarté, de liberté essentielle. Il me fallait repartir d'un point neutre, un endroit sans empreinte, sans souvenirs imposés. J'ai trié, donné, jeté des objets qui m'étaient autrefois précieux mais qui, désormais, me semblaient étrangers. Ce dépouillement était une forme d'honnêteté retrouvée. J'ai appris à ne plus idéaliser les silences ni les promesses floues, à ne plus prendre pour de la tendresse ce qui n'était que stratégie ou paresse affective. Chaque regard en arrière m'avait coûté plus que je ne l'avais imaginé, et désormais, je voulais avancer avec lucidité, même si cela impliquait la solitude. Mieux valait une vérité nue qu'un amour camouflé, mieux valait l'inconnu que le confort d'un mensonge bien poli. J'ai compris qu'aimer ne suffit pas si l'on s'oublie au passage. Et moi, je m'étais oublié trop longtemps. J'ai compris que la vérité laisse toujours des traces, qu'elle surgit tôt ou tard, même dans les lieux les plus calmes, même après les enterrements, même dans les maisons fermées. Elle s'infiltre dans les murs, dans les regards, dans les silences trop bien tenus. Et lorsqu'elle éclate, elle ne cherche pas à détruire, seulement à remettre chaque chose à sa place. C'est ce qu'elle avait fait avec moi, elle m'avait arraché à ma torpeur, à mon renoncement, pour me forcer à me regarder en face. Et aussi douloureux que cela ait été, je lui en étais reconnaissante. Aujourd'hui, je ne hais ni Claire ni mon mari. J'ai cessé de chercher des coupables, cessé de tourner en boucle dans le labyrinthe des regrets. Ils ont fait leur choix, cru à leur certitude, et j'ai été celle qu'on a blessée, mais je ne serai pas celle qui reste figée. La haine est un feu qui consume celui qui l'entretient, et je n'ai plus envie de brûler. Je veux me reconstruire, pas en opposition à eux, mais pour moi. Leur histoire s'est arrêtée là.
La mienne continue ailleurs. Mais je refuse désormais de me mentir à moi-même, de justifier l'injustifiable ou de maquiller l'absence en patience. Je veux être fidèle à ce que je ressens, même si c'est inconfortable, même si cela me force à faire des choix radicaux. Je ne veux plus me perdre dans des demi-vérités, ni offrir ma confiance sans preuve, sans réciprocité. Ce qu'ils ont fait m'a détruite, mais cela m'a aussi réveillée. Et je ne veux plus jamais me rendormir ainsi. Revenir dans cette maison m'a rendu quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, la conscience de ma propre valeur, de ma capacité à affronter, à décider, à ne pas disparaître. Elle ne m'a pas guérie, mais elle m'a mise face à moi-même, sans échappatoire. Et c'est peut-être cela, la vraie réparation, ne plus avoir besoin de décor, ni de validation extérieure, pour exister pleinement. Je suis restée debout, malgré tout. Et cela, personne ne pourra me l'enlever. La certitude que plus jamais personne ne décidera de ma vie dans mon dos est devenue ma boussole, mon socle. Je ne demande plus qu'on m'aime comme je le mérite, je le réclame, ou je m'en vais. Je ne fais plus semblant de ne pas voir, je n'excuse plus les absences en espérant un retour. Je suis seule, peut-être, mais entière. Et à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui écris la suite. Pas eux. Moi. Any more cola? I'm drinking my cola. I have to find a way to get like a poison cure because this is unmanageable. Absolutely unmanageable. I'm sad. Yeah, I'm so happy right now. It's just like in the air everywhere. Fuck, I'm out of FP. I'm stuck! Ah! No, I haven't done the nights. I haven't even tried today. But these two are also a problem. Hi, Bleeding Steel, welcome in. I hope you're doing good. I need to dodge better. But the poison, man! The poison is really an issue. You're doing alright? I'm glad to hear. I'm doing mid, but we are alive, and that's what matters. Yeah, I like when you fight me in the corner. More you stuck. Taking my time right now. We should do that.
too many potions! Fuck. Who invited you to the party? Oh no! What a kid, bro! You gotta be shitting me. Oh, I need to deal with that poison. I need something. Oh, okay, I spawned back. I don't think it's possible without the poison or way higher level. Without some poison cure or a higher level. Oh, we got an execution in chat. Happens. This is difficult. I'm just fighting. I'm just stuck in impossible fights. Would be possible if without poison. Keep saying that and then I keep doing, you know, re-entering the fight. Stop poisoning the world! Oh! Ah! Guys, I smell something bad in my kitchen. One sec. No, we're fine. I thought something was being burnt, but I guess I'm just smelling the bakery. Nothing is working. Let's try and kill this guy over there, I guess. Maybe have some fun, maybe a winnable fight. You know that guy over there? Maybe. Maybe. You know, it would make me happy. Ooh, ow. Who invited you guys? Who invited you? Yay.
Not cool at all. Nothing is working! Yeah! Oh, I'm suiciding. Yeah, we're almost there, we're almost there. The 1000, they're coming. I can see them. I'm ashamed. I suck. I think I might be the worst Elden Ring player to have ever lived. I might just be the worst. This might be the explanation. Might just be the worst. Okay, maybe we can fight this one, you know? Can you fight me in here though? Because I don't want to fall. Thank you.